Messieurs, dames, bienvenue donc dans ce chapitre comment les plantes à fleurs se développent-elles et se reproduisent-elles, avec aujourd'hui la partie 3, comment se forment les graines de abricot que je vais récolter. Soyez bien attentifs à ce petit logo, s'il vous plaît. Alors, je repars de ce que je sais, de ce que j'ai déjà vu, c'est que dans les graines, j'ai un embryon qui va demander chaleur et humidité donc pour se développer, donc on dit que la graine germe. Les besoins de la plantule sont légèrement différents à partir du moment où elle devient verte, c'est-à-dire chlorophyllienne. Cette plantule doit se développer, d'abord avec quelques réserves, d'accord, des cotylédons, mais surtout, une fois qu'elles sont tombées, elle doit se débrouiller seule, donc elle va avoir besoin de beaucoup de lumière. Donc toujours chaleur, humidité, mais surtout lumière. Au bout d'un moment, eh bien, cette plante va grandir, mais aussi se mettre à fleurir. Je vais voir apparaître donc ces organes particuliers qui sont les fleurs. À quoi servent-ils? Alors, on y va. J'écris mon petit bilan avant de continuer. Donc je remets, pour germer, ma graine a besoin de chaleur et d'humidité. L'embryon devient une plantule qui va se nourrir à partir des réserves des cotylédons. Quand la plante est adulte, elle a besoin de chaleur, d'humidité, mais surtout, attention, de lumière. Au bout d'un certain temps, la plante adulte fabrique donc des fleurs. Comment ma fleur se transforme-t-elle en fruit? Je le vois très bien ici donc sur ma plante. Au bout d'un moment, eh bien, je vais avoir un haricot qui va pousser et je vois très bien que mes petits pétales sont au bout. Si ce haricot devient mûr, je vais récupérer mes graines à l'intérieur et dans mes graines, je vois des embryons. Donc chez le haricot, en réalité, ce qu'on appelle un fruit d'un point de vue biologique parce qu'il va contenir les graines qui elles-mêmes contiennent les embryons. Donc par définition, un avocat est un fruit et une courgette est un fruit. C'est un langage un peu différent des jardiniers. Le haricot fait partie des légumineuses, donc ce fruit porte un nom, c'est une gousse. Une gousse, et pas un gousse. Tiens, j'ai fait une faute d'orthographe. Alors, quelques petites généralités sur les légumineuses. Je ne vais pas m'attarder longtemps parce que j'ai très peu de temps pour faire cette vidéo pour qu'elle puisse aller dans YouTube. Donc, vous arrêterez cette vidéo et vous copierez donc ce qui est indiqué. Ça donnera une petite avance donc, sur le chapitre sur l'alimentation. Alors, revenons à notre fleur et essayons de voir comment elle est faite. Cette fois, j'ai changé un peu de modèle. J'ai pris un pois, c'est aussi une légumineuse. Hein. Donc, la fleur ressemble un petit peu à celle du haricot. Donc, vous avez ici une fleur très colorée qui répond un petit peu à tous les modèles de fleurs. Normalement, on a un axe qu'on appelle donc le pédoncule floral ou le pétiole. Ensuite, on a des sépales hein, de chaque côté. Ensuite, on a les pétales de chaque côté. Et à l'intérieur de la fleur, on a les étamines ici. Et au centre de la fleur, on va trouver donc un pistil dans lequel on aura des petits éléments ronds qu'on appelle les ovules. Okay, eh bien ma fleur de pois, elle ne déroge pas à cette règle. J'ai donc mon pédoncule floral, puis ensuite j'ai 5 sépales, ensuite 5 pétales, 1, 2, 3, 4, 5, les deux ici sont soudés, et c'est là où je vais trouver donc du nectar. Les étamines, j'en ai 10, et j'ai mon pistil qui est au centre. Ok, et mes petits ovules sont à l'intérieur de mon pistil ici. Alors, de profil et en coupe longitudinale, ça donne ça. Je vois donc mon pédoncule floral ici, mon sépale, mes sépales, pardon, mes pétales ici, donc qui sont aussi coupés, parce que j'ai coupé ma fleur dans le sens de la longueur. Et je vois très important, regardez bien, mes étamines. Elles ne sont pas toutes évidemment représentées, avec les grains de pollen qui seront au bout là, d'accord. Et surtout très important, je vais voir mon pistil qui est au centre, je le dessine ici en rouge, je le reproduis en rouge. Ça rappelle quand même légèrement la forme du haricot. Hein. Et dedans, ou du petit pois, ou de la gousse de petit pois. Et là, je vois des petits éléments ronds, ce sont les ovules. D'accord? Et l'extrémité du pistil est légèrement collante. Et on voit, excusez-moi, qu'il y a des grains de pollen donc, qui s'y attachent. Alors, on fait un schéma explicatif. On remet donc la partie végétative, les pétales, les sépales, et si vous voulez le pédoncule floral ici, si vous souhaitez. Et la partie qui m'intéresse moi, c'est la partie reproductrice de cette fleur. Alors, qu'est-ce que je vois? En bleu, donc la partie mâle de la fleur, avec à l'extrémité des petits éléments jaunes et une petite poudre sont les grains de pollen. Et j'ai mes étamines qui sont fixées sur le fond de la fleur. 1, 2, 3, 4, 5 représentés dans le schéma. Ensuite, j'ai la partie femelle qui est au centre, donc ce pistil, je le dessine ici. D'accord, vous le colorierez en rouge dans votre schéma à la maison, avec l'ovaire ici, d'accord, c'est la partie plus enflée, d'accord, l'ovaire, et puis donc à l'extrémité, le stigmate ici qui est un peu collant, sur lequel vont se coller les grains de pollen. Et là, on n'oublie pas 1, 2, 3, 4, 5 ovules dans mon schéma, on va le rajouter ici, je vais dessiner dans l'ovaire, je trouve donc des petits ovules. O-V-U-L-E. Ok, voilà pour la fleur de pois disséquée. Alors,
Ma fleur contient donc une partie végétative, les sépales, les pétales, une partie reproductrice, une partie mâle qu'on appelle les étamines, qui vont porter les éléments mâles, les grains de pollen, et la partie femelle, le pistil, qui va contenir dans un ovaire donc les ovules, et un stigmate sur lequel vont venir se coller les grains de pollen. Voilà, donc la fleur est quand même un élément très bien organisé. Hein. Donc finalement, la fleur est tout simplement l'organe qui va porter les appareils reproducteurs de la plante. Donc quand vous voyez une fleur, c'est que la plante est en train de se reproduire. D'accord ? Alors quelle est la partie de la fleur qui va donner le fruit ? On a quand même un gros indice ici, regardez bien. Je vois mon pistil, donc je le dessine, le pistil est là, normalement, là au milieu, hein, à peu près ici. Voilà. Et qu'est-ce que je vois ? Donc dans mon deuxième schéma, je distingue ici un élément assez long qui rappelle un peu quand même la forme du pistil. Hein. Okay. Alors on sait que ce ne sont pas les pétales puisqu'on les retrouve ici, on sait que ce ne sont pas les étamines parce qu'ils sont là, on sait que ce n'est pas les sépales et on sait que ce n'est pas le pédoncule floral. Donc on n'a pas trop le choix, regardez bien. Ça rappelle quand même légèrement la forme de notre petit pistil ici. Regardez bien encore, arrivé à maturité, presque à maturité, eh bien j'ai effectivement toujours là mes étamines, là mes sépales, là mes pétales, ici mon pédoncule floral, et ben donc c'est bien et bien mon pistil, regardez bien qui s'est transformé en fruit. Et là on revoit par transparence les petites graines, donc les futurs petits pois, hein, les futurs haricots ce serait pareil, avec à l'intérieur certainement les petits embryons. D'accord ? Donc c'est bel et bien le pistil qui va devenir le fruit qui contiendra les graines. Alors comment ça se passe ? Pourquoi toutes mes fleurs ne deviennent-elles pas des fruits? Pourquoi tous mes pistils n'évoluent-ils pas? Tout simplement parce que tout dépend si le pollen de la même espèce arrive sur le pistil ou pas. Donc on fait une expérience très simple, regardez bien, on va supprimer les étamines d'une fleur, puis ensuite enfermer cette fleur sans étamines à l'intérieur de gaz. Alors la gaz c'est quoi? C'est comme une espèce de tissu très fin, comme un pansement si vous voulez, hein, une bande. Donc ça laisse passer l'air, mais pas les petites particules, et surtout pas les grains de pollen. Donc sans étamines, j'ai pas de fleurs, j'ai pas de graines. C'est ce que je vois. Qu'est-ce que j'en déduis? Que mes étamines sont indispensables à la formation du fruit et des graines. Est-ce que c'est que les étamines ou est-ce que c'est les grains de pollen? On va préciser. J'enlève mes étamines, mais cette fois, je vais déposer avec un pinceau des grains de pollen de la même espèce sur le pistil. Regardez, magnifique. J'enferme ça ensuite dans un petit sachet de gaz aussi, et je laisse évoluer la fleur. Je vois que cette fois, sans étamines, mais avec du pollen, mon pistil se transforme en fruit et il va contenir des graines. J'en déduis quoi? Que c'est le pollen qui est à l'origine de la transformation du pistil. D'accord? Et pas simplement que l'étamine. Il faut que les grains de pollen arrivent jusqu'au pistil. Oui, c'est pas facile quand on est une plante, qu'on est fixé au sol pour se reproduire. On ne voit pas son partenaire, donc forcément on a des organes reproducteurs mâles et femelles sur la même fleur, et il faut pas. Certaines fleurs peuvent s'auto-féconder, mais pas toutes. Donc il faut un élément pour transporter le pollen. Donc qu'est-ce qu'on en déduit? Que lors de la reproduction, parce qu'on a bel et bien à faire une reproduction sexuée, puisqu'on parle d'éléments mâles et éléments femelles. Éléments mâles, les grains de pollen, éléments femelles, les ovules. Donc il faut qu'une cellule reproductrice mâle contenue dans le pollen arrive vers un ovule, c'est-à-dire la cellule reproductrice femelle qui est dans l'ovaire, je vous rappelle. Donc il faut un moyen de transporter ce pollen des étamines vers le pistil. C'est ce qu'on appellera le phénomène de pollinisation. La plupart du temps, ce sont des insectes pollinisateurs comme l'abeille, par exemple, qui vont jouer ce rôle. Elles vont venir récupérer le nectar qui était ici, et donc elles vont transporter du pollen sur leur corps, et il y aura forcément du pollen de la même espèce à un moment donné qui va se déposer sur ce pistil. Alors, parfois, le vent, l'eau de pluie ou la rosée peuvent aussi jouer ce rôle, et après la pollinisation, la fleur, regardez bien, elle a tout perdu, ses pétales, ses étamines, mais on voit bien que ce fruit, s'est développé à partir du pistil. Et surtout très important, regardez bien là, chaque ovule fécondé par un grain de pollen fécondé, donc c'est bel et bien de reproduction sexuée, hein, fécondé par un grain de pollen devient une graine avec un embryon à l'intérieur. C'est bel et bien de reproduction sexuée, dont on verra les modalités plus précisément en 4e. Alors, on résume avec ce cycle de développement des plantes à fleurs. On a bel et bien une petite graine, donc un embryon caché à l'intérieur de sa graine, qui va tout d'abord germer dans de bonnes conditions, chaleur, humidité, pour donner une petite plantule encore dépendante des réserves des cotylédons. Cette plantule grandit, devient ensuite une plante adulte. Alors comment je sais qu'elle est adulte? Là, ses organes reproducteurs, hein. Elle fleurit, les organes reproducteurs mâles, les organes reproducteurs femelles, avec les éléments mâles, le pollen, les éléments femelles, les ovules. Et il faut un pollinisateur parfois pour transporter le pollen de la même espèce sur le pistil de la même espèce. Alors cette pollinisation aboutit à une fécondation, un élément mâle féconde un élément femelle, un grain de pollen, un élément mâle dans un grain de pollen va féconder un ovule à l'intérieur de l'ovaire, et donc après j'ai plus qu'à récolter mes graines, etc. Donc mon pistil va évoluer en fruit, dans lequel je vais trouver mes graines, et la plante qui a donné ces fruits va mourir. C'est une plante annuelle dans mon exemple, d'accord? Et chaque graine va redonner
une autre plante, etc., etc. Et c'est comme ça que l'espèce se maintient dans un milieu. Alors, j'espère que vous avez bien compris ce cours. N'hésitez pas à me laisser vos remarques et à poser vos questions dans Pronote. Je vous remercie. À bientôt.